Alors, d'abord, je veux souhaiter la bienvenue à Aurore Berger, la bienvenue à Gilles Legendre, la bienvenue à Laetitia Avia, la bienvenue à Florian Bachelier, la bienvenue peut-être à Bruno Le Maire, à Gérald Darmanin, à Elisabeth Borne, la bienvenue au cluster En Marche qui s'installe là donc en Picardie pour ces journées parlementaires. C'est bien, ça va faire vivre l'hôtellerie et les hôteliers du coin en ont bien besoin. Et puis, c'est pas des gens qui sont très gênants, les marcheurs. C'est des gens qui sont plutôt discrets. Je sais pas si tu as remarqué, mais on ne sait pas où ils sont, quand est-ce qu'ils viennent, où ils arrivent et tout ça. Il y a une grande nébuleuse autour de ça. On sait qu'ils sont dans le coin, là, mais ils se montrent pas, ils s'affichent pas. Je pense que, tu vois, c'est pour éviter les ovations populaires, pour éviter les acclamations en tout genre. Eh ben, ils préfèrent se faire modestes. Bon, nous, on veut quand même aller à leur rencontre. On a envoyé un courrier pour dire, voilà, on veut que vous rencontriez, plutôt que de rester seulement dans l'entre-soi des ministres et des parlementaires, on veut que vous rencontriez des auxiliaires de vie sociale, des assistantes maternelles et ainsi de suite. Tu sais que, bon voilà, on a terminé la mission avec Bruno Bonnell, le président de la République, il avait parlé de ces métiers indispensables, fort mal rémunérés, fort peu reconnus, et ça n'a pas trop changé quand même, hein. Il y a une petite prime qui est tombée, enfin elle va tomber, elle devrait arriver sur les comptes en banque en novembre, décembre des auxiliaires de vie, mais voilà. Donc on se propose de servir d'intermédiaire, de médiateur pour qu'ils rencontrent un petit peu de cette vie-là, qu'ils viennent entendre des paroles qui sortent de leur entre-soi. Simplement, modestement, on va essayer ça et j'espère qu'on aura une oreille de la part des ministres et des parlementaires d'En Marche. Un peu dans le même registre, la dernière fois qu'on a tourné, c'est quand je suis allé à la manif à Méholt de l'aéronautique. Et j'ai demandé, bon alors où est-ce qu'ils sont les intérimaires? Ils n'étaient pas dans la manif parce qu'ils avaient été déjà virés. Ils étaient déjà plus chez Airbus, ils étaient déjà plus chez sous-traitants, et ils étaient déjà évaporés dans la nature et disparus du paysage. J'ai vu un papier dans le Courrier Picard qui disait que chez Valeo, il y avait 1000 emplois, pas ici, hein, mais en France, 1000 emplois d'intérim qui avaient été supprimés. C'était chez Valeo, l'emploi débraye par l'intérim, le titre. Et j'ai fait mon petit porte-à-porte la semaine dernière pour distribuer mon canard, mon journal de campagne. On l'a là, non? Attends. Normalement, j'en ai qui traînent partout. Voilà. Je suis allé distribuer ça, c'est mon 16 pages. À vos côtés ici, votre voix à Paris, avant le députour, mon tour de la circonscription. Et je tombe sur le pas de leur porte avec des gens qui étaient en intérim ou des gens qui ont vu partir leurs copains intérimaires alors qu'il y avait un entretien d'embauche de prévu. Et bon, voilà, ils ont été virés directement en mars. Et là, donc du coup, on a lancé un appel à témoins. C'est un procédé qu'on a mis en œuvre et qui fonctionne super bien, grâce à vous. Quand on lance des appels sur Facebook, on en a eu sur les femmes de ménage. Là, on en a eu sur l'intérim. Ça marche vraiment bien. Et donc, on a fait une série d'entretiens cette semaine qui sont tout à fait éloquents, hein. Moi, on a eu un gars, par exemple, qui a été intérimaire chez Amazon et le 23 mars, c'était terminé d'un seul coup. Il a dit, voilà, on est passé à la Madeleine. Alors, je ne savais pas ce que c'était que la Madeleine. Qu'est-ce que c'est que la Madeleine? C'est, ils reçoivent sur leur scan, est-ce que vous pouvez passer nous voir à 18h30? Donc, ils montent à 18h30 juste avant la fin du service. Ils arrivent là et sur la table, il y a des jus d'orange et des madeleines et on leur dit voilà, vous avez fait un travail formidable et tout ça. Donc quand on va pour manger la madeleine, ça veut dire que ça y est, on sait qu'on va être viré. Et donc le gars il explique comment il s'est retrouvé que Pôle emploi répondait pas parce qu'ils étaient sans doute débordés et il s'est retrouvé à galérer, à demander des avances à sa mère et ainsi de suite. On a eu témoignage d'une dame qui devait être embauchée en plus dans un très grand groupe. Donc ça veut dire avec des congés payés, du 13e mois, peut-être du 14e mois, des primes de panier, enfin vraiment avec un beau comité d'entreprise et tout ça. Elle était au bord, ça faisait 15 ans qu'elle galérait dans l'intérim. Elle disait, moi je me suis habituée à vivre comme une chômeuse. Elle vivait pas dans son appartement, elle était hébergée en colocation, chez des gens. Bon, bref, la galère. Et elle devait être embauchée, boum, le contrat, il s'arrête du jour au lendemain. Non seulement elle passe de 1 600 € à 1 000 € par mois, mais dans un mois et demi, si elle n'a pas retrouvé de boulot, elle est au RSA. Et voilà comment, en quelques mois,
par le confinement. Elle passe de potentiel CDI, qui est un espèce de rêve inatteignable pour elle, à RSA en vue. J'ai eu au téléphone un gars qui travaillait chez Big Pharma, 10 ans chez Big Pharma. Lui, il n'était pas ouvrier de production, il était technicien. Il se chargeait du monitoring, c'est-à-dire quand on fait des tests sur les animaux, grosso modo, regarde qu'est-ce que ça donne, les molécules et tout ça. Et au bout de 10 ans, alors que pareil, l'embauche était promise, gel des embauches, il est viré, en plus des soucis personnels. Et voilà, j'avais quelqu'un en très grande fragilité au téléphone et qui me disait que maintenant, ce qu'il cherchait, c'était à redonner un sens à sa vie. Il veut quitter absolument ce métier-là. Enfin voilà. Donc, ce qu'il y a, ma conviction, c'est que c'était un continent invisible, parce que éclaté, parce que précaire. Et on le vérifie par des chiffres. Hein. On est passé de 780 000 emplois équivalents temps plein il y a un an à 637 000 aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y en a 150 000 qui sont sortis de la fiche. Mais ça veut rien dire, ça, 150 000. C'est 150 000 équivalents temps plein. Ça veut dire que tu as grosso modo, tu peux avoir 2-3 intérimaires au moins pour un temps plein. Donc ça veut dire que ça sans doute autour de 500 000. C'est un peu au doigt mouillé là, mais autour de 500 000 intérimaires qui aujourd'hui sont en très grosse galère, peut-être plus. Dans le pays, le nombre de personnes qui vivent de l'intérim, c'est 2,7 millions de personnes qui ont au moins eu un contrat intérimaire dans l'année. En 2010, c'était 1,9 million de personnes. Donc ça a bondi de 50% là, sur la dernière décennie. Et évidemment, c'est très massivement les jeunes. Les stats que j'ai, toutes ces stats, on va encore les élaborer, les vérifier, tout ça, mais c'est 60% de moins de 34 ans dans l'intérim. Donc voilà, c'est pour moi un phénomène massif, alors avec évidemment des gens qui sont isolés, qui sont découragés, voire qui sont cachés, et c'est toujours compliqué pour nous. C'est la même chose avec les auxiliaires de vie sociale, c'est la même chose avec les assistantes maternelles, c'est la même chose avec les accompagnantes d'enfants en situation de handicap. C'est toujours difficile de défendre des personnes qui sont isolées, découragées, cachées. Bon voilà, et pourtant c'est notre mission de rendre ça visible. Donc je pense que voilà, là on a quelque chose qui est de l'ordre de la très grande, d'une souffrance massive et invisible. Ce que je veux dire, c'est que ça peut nous décourager aussi. Tu vois, la semaine dernière, j'étais à Lyon. Tu vois, c'est ma séquence les gens, tu sais. Pourquoi ? Pour me recharger à bloc, pour savoir, à partir de la semaine prochaine, c'est retour à l'Assemblée nationale, qui je vais défendre dans mes interpellations à l'Assemblée nationale. Et j'aurai Anthony en tête. J'aurai Sandra en tête. J'aurai Amanda en tête. Amanda, qui est une étudiante qu'on croise à Lyon. Elle, c'est ses petits boulots qui ont été supprimés pendant le temps du Covid, c'est-à-dire que, et là qu'elle reprend, ça veut dire qu'elle doit se lever à 5h30, étudiante en langue, qui doit se lever à 5h30 pour aller faire un babysitting, à 6h20 elle prend le bus, à 7h elle est au boulot, elle arrête à 8h30 quand elle a déposé le gamin à l'école, là elle peut faire un peu ses études, et à 16h30 elle reprend un babysitting. Bon voilà, et donc elle mange pas de viande, mais c'est pas parce qu'elle est végétarienne, c'est juste parce qu'elle n'a pas les moyens de s'en acheter. Sa santé, elle explique qu'elle se soigne pas et que même une fois, elle a eu une grosse gastro d'une semaine. Elle était très mal. Non seulement elle n'est pas allée chez le médecin, mais elle a continué à aller à la fac, parce que si jamais elle ne va pas à la fac, le Crous risque de le savoir et lui supprimer sa bourse. Donc potentiellement, elle contamine aussi. Non mais voilà, par ce biais-là. La fois où elle a dû aller chez le dentiste parce qu'elle commençait à avoir une rage de dents, quand elle me dit, quand il m'a dit 120 €, j'ai cru que j'allais mourir. Et elle s'est dépannée avec sa mère qui pour une fois a pu l'aider, lui a avancé 60 € et tout ça. Sans parler, bon voilà, la mobilité c'est pareil. Avant elle rentrait chez ses parents toutes les semaines, mais je crois que c'est 5,60 € un ticket pour aller à Tarare, là où ils habitent, ça fait 11,20 € l'aller-retour, et ben elle peut pas se le permettre toutes les semaines, donc elle y va une fois tous les 2 mois. Ça c'est sur la santé, sur l'alimentation, sur les transports, mais évidemment sur la culture.
comment on peut penser aller au cinéma, aller au théâtre, qui devrait être quand même l'un des cœurs auxquels accèdent les étudiants quand on est en grande galère financière. Même si ce n'est pas la seule raison, il y a cette raison-là. Donc voilà, c'est sûr que quand tu représentes, tu veux porter la parole de gens qui sont isolés, éclatés, qui vont pas former des hommes collectifs, qui vont pas faire des manifestations massives pour dire hey, nous on est dans la merde, ne nous oubliez pas, c'est compliqué. Et ça peut te décourager toi-même. La réalité dans laquelle on s'efforce de tremper, elle est un facteur à la fois de vitalité, parce qu'on voit qui on défend, et elle a un facteur de découragement quand on voit la galère qui est en face et l'absence de perspective de sortie, quoi. Quoi ? Merde, je perds de l'énergie avec mon frigo. Pourquoi je vois des gens parce que la semaine prochaine, c'est le retour assemblée, et comme ça, je saurai qui défendre. J'ai les histoires, j'ai les visages, j'ai les voix, tout ça là, qui font que je pense que j'y mettrai plus de vigueur, plus d'ardeur, et je ferai pas ça comme, je dirais, un fonctionnaire. Ah, c'est pas bien de dire ça. Bon. Non, c'est pas bien, parce qu'il y a des fonctionnaires qui ont très à cœur leur métier, donc je m'auto-corrige, c'est pas grave. Mais comme un gratte-papier de la contestation, tu vois. Bon, quand tu vois par exemple le plan de relance, profiter de la crise pour encore baisser les impôts sur les entreprises, la contribution économique territoriale, la CVAE, contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, je crois, l'impôt sur les sociétés, bref, faire un grand plan de 10 milliards de baisse d'impôts pour les entreprises, qui est déjà ce que Macron avait fait avec Philippe sur la flat tax, l'exit tax, l'impôt de solidarité sur la fortune, qui est déjà ce que Macron avait fait avec Hollande, avec le crédit impôt compétitivité emploi, ce qui est déjà ce que Sarkozy faisait, ce qui est déjà ce que Raffarin faisait, ce qui est déjà ce que Balladur faisait, qui est déjà ce que Monroy faisait, qui est déjà ce que Giscard et Barre faisaient. Bon, voilà. Ça y est, au nom du Covid, on nous passe une couche supplémentaire là-dessus. J'ai lu une stat là, je sais pas si tu as vu sur le plan de relance, qui nous dit que 280 entreprises, où est-ce qu'elle est ma stat? Alors, 280 entreprises vont choper un quart de la baisse. Et que les 250 000 les plus petites ne gagneront que 125 €. Bon voilà, donc au nom du Covid, on fait ça. Et qui peut croire que parce qu'on va baisser la CET de 3% à 2%, ça va aider les masques, ça va aider les médicaments, ça va aider les aliments, ça va aider les vêtements à être relocalisés. Qui peut croire à cette fable? C'est de la foutaise pure et dure. Et on peut que être encore plus en colère, tu vois, de les voir se servir de Amanda, de Anthony, de Pierre, de tous les gens dont je viens de raconter l'histoire, comme des prétextes pour encore baisser l'impôt des grandes sociétés. Bon, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est comment on peut croire que parce qu'on va dégréver les impôts des entreprises, des artisans et tout ça, pourquoi pas? C'est ça qui va suffire à faire que tous ceux que je viens de citer trouvent des contrats, de la formation, des alternances et tout ça. C'est juste, maintenant, il y a un choix à faire. C'est est-ce qu'on croit ou non à la main invisible du marché? Je n'élimine pas le marché. Il a son rôle à jouer. L'initiative privée, elle a son rôle à jouer. Mais il faut que l'État dise, que la collectivité, que la démocratie dise aujourd'hui sur quel secteur on mise. Sur quel secteur on mise massivement et comment on met en dynamique sur ces secteurs-là. Moi, je dis les aliments, les vêtements, les médicaments. Et le dernier point sur ce plan de relance, là, je l'ajoute, mais il n'y a rien qui est prévu, par exemple, pour les centaines de milliers d'intérimaires qui se font jarter aujourd'hui. Il n'y a rien qui est prévu pour Amanda, à part le fait qu'elle pourra aller manger rue à 1 €. C'est tout. On me dira c'est du social, c'est pas de l'économie. C'est aussi de l'économie. C'est aussi de l'économie. De se demander comment ces centaines de milliers de personnes-là, ils vont vivre les prochains mois et les prochaines années. Est-ce qu'ils vont avoir les moyens de continuer à vivre correctement et donc payer leur loyer, éventuellement faire leur contrôle technique,
pas avoir, comme une personne nous l'a raconté, je suis jamais en règle, j'ai toujours un truc qui déconne entre le contrôle technique, les assurances, bon voilà, j'ai toujours un papier qui est pas en règle. Voilà, comment on va vivre tout ce pan de la population? C'est du social, oui, mais c'est aussi de l'économie. Voilà, c'est qu'est-ce qui va faire plus vivre le pays? Est-ce que c'est de baisser la CET de 1% ou c'est de permettre à Anthony, Pierre, Amanda et compagnie de vivre dans ce pays un peu plus dignement? Voilà, donc tu vois, ça me charge et pour les charger. Bon, maintenant avec ce que ça a de décourageant, donc c'est un facteur de vitalité de rencontrer les gens, ça peut être aussi du découragement parce qu'il n'y a pas de perspective. C'est à nous de l'ouvrir. Alors, tu vois, des fois, quand tu dis putain, c'est à moi d'ouvrir des perspectives, c'est à moi d'être la lumière au bout du tunnel, c'est pas simple tous les jours. Et là, il y a les livres. Tu vois, les livres, c'est une fenêtre. Ce qu'il nous faut, c'est des fenêtres. Ce qu'il y a de pire, c'est le c'est comme ça. Tu sais, c'est la figure tautologique. Un sou est un sou, un chat est un chat. Il faut regarder la réalité en face. Mais finalement, si tu regardes la réalité en face, ça te renvoie juste la réalité et ça t'aide pas à ouvrir quelque chose. Il nous faut ouvrir des fenêtres. Les livres, c'est un moyen d'ouvrir des fenêtres. C'est-à-dire de se dire que ça n'a pas toujours été comme ça. Ça n'est pas partout comme ça. Donc demain, ça peut être autrement. Voilà. Je ne l'ai pas là parce que j'ai demandé à ce qu'on m'en transcrive des passages, mais j'ai lu un bouquin, je crois que c'était La technologie contre le peuple, de David Noble. Mais juste à l'intérieur, il y avait une note de bas de page sur une entreprise qui s'appelle la Lucas, qui est une entreprise d'armement, d'aéronautique en Angleterre dans les années 70. Ça se porte mal. Il va y avoir des dizaines de milliers d'emplois supprimés. Et là, que font les salariés, les syndicalistes de la Lucas? Ils montent un Combine Committee, donc un comité industriel. Et à l'intérieur du comité industriel, ils disent, bon voilà, franchement, là, que fait la Lucas? Non seulement elle va licencier plein de monde, mais en plus on est en train de livrer des armes au Chili de Pinochet. Donc il nous faut reconvertir notre outil. Et donc ils élaborent un plan, ils disent il va falloir le faire sans la direction, mais c'est le délégué d'atelier Mike Reynolds qui dit ça. Montrons-leur notre capacité à traiter de toutes les questions. Et là, ils font passer dans les ateliers des questionnaires pour savoir quelles sont les compétences des salariés. Ils se mettent en lien avec l'université, je ne sais plus laquelle c'est, excuse-moi, mais c'est dans le nord de l'Angleterre, je ne pense pas que ce soit de Londres, mais il y a un très très gros milieu universitaire, et ils disent voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et là, on est dans les années 70. Et dans les années 70, il y a une réponse, c'est des pompes à chaleur, c'est des éoliennes, c'est des tas de technologies, mais des technologies qui vont paraître être utiles aussi pour la transition écologique, tu vois. Par exemple, on dit, donc Mike Reynolds toujours, non c'est Mike Cooley, donc un des responsables du Combine Committee qui dit qu'il faut mettre en avant le droit à l'emploi et le droit d'utiliser l'outil de travail et les qualifications des travailleurs pour produire des biens qui bénéficieront à la communauté tout entière. Et plutôt qu'être une industrie de mort et de luxe, qu'est-ce qu'il dit Mike George? Il dit pour nous, des produits socialement utiles sont des produits accessibles à tous et pas seulement à une élite, des produits qui développent la santé et la sécurité dans le travail, des produits qui défendent l'environnement et préservent les ressources. On est dans les années 70 là. Hein. Attends, j'ai la suite de l'histoire. Ah, elle est là, tu vois, j'avais pris des notes au dos. Donc, n'en restant pas à des propositions, le Combine Committee décide de la production en perruque, c'est-à-dire de manière clandestine, des prototypes de ces productions alternatives, notamment un véhicule mixte rail-route. Donc tu vois, ils se sont mis à produire tout ça en douce. Ça a été torpillé, tout comme a été torpillé en France l'expérience LEAP, à laquelle ça fait un peu penser. L'expérience de la Lucas a été torpillée par le patronat anglais et par le gouvernement anglais. Mais voilà, je pense que ce sont des expériences, quand on connaît la crise du secteur aéronautique aujourd'hui, qui permettent d'imaginer. Et là, ce qu'on demanderait, c'est que ça ne soit pas aux salariés qui le fassent dans les entreprises, chez les sous-traitants d'Airbus et tout ça, mais que ça soit l'État qui mette en place comme ça un relevé des compétences, que ce soit l'État qui pense à partir de ça, sur quoi on peut faire, sur quelle production on pourrait faire basculer. Et donc, parce que malheureusement, la puissance de la contre-société syndicale, politique aujourd'hui, elle est beaucoup plus faible, ouvrière, elle est beaucoup plus faible qu'elle pouvait l'être dans les années 70, où c'était déjà compliqué, puisque le patronat a réussi à torpiller ça, malgré
la puissance des syndicats anglais. Donc voilà, mais là, ça rouvre un imaginaire possible pour l'aéronautique que d'avoir connaissance de cette expérience de la Lucas. Et je pense que c'est de ça dont aussi on a besoin. On a besoin, de s'ouvrir des imaginaires, c'est-à-dire de ne pas rester... Là, il faut que j'aille voir les gens, il faut qu'il y ait les gens. Mais les gens, les livres, les gens, les livres, les gens et les idées, pour ramener de l'air à l'intérieur de tout ça, sinon on va être nous-mêmes asphyxiés. J'ai lu là le dernier roman de Alice Zeniter, Comme un empire dans l'empire. C'est anecdotique, mais j'ai bien aimé les passages sur la fête à la fin. Je vais les lire. Ah ouais, non. Il y a 2 passages qui m'ont paru justes. Quand on organise des fêtes, ça nous arrive quand même de temps en temps. Des gens commencent à arriver de plus en plus nombreux. Et les jours qui précèdent la fête deviennent en réalité le début de la fête. La meilleure partie, selon Xavier, parce que personne n'attend ni n'espère rien. L'amusement, le plaisir qui viennent dans ces moments-là ne sont pas abîmés par l'angoisse de ne pas s'amuser assez, de ne pas prendre suffisamment de plaisir. Ils ne se mesurent pas, ils adviennent et c'est tout. On entend des coups de marteau, des scies, des toiles qui claquent au vent. Des buvettes poussent sur la prairie, avec les auvents rayés de rouge et de jaune, le comptoir de guingois. Il y a des points sur la météo du week-end toutes les heures, un peu comme quand on a organisé le 14 juillet. Je ne sais pas si tu te souviens, mais c'était pas toutes les heures. Mais moi, j'ai passé mon temps sur mon téléphone portable à regarder qu'est-ce que ça serait le temps. Il y a des points sur la météo du week-end toutes les heures, des paris, des vœux pieux. La grange est pleine à l'heure du dîner, nouveau visage, nouvelle paire de bras. Et c'est vrai que je pense que dans l'avant-fête, il y a parfois quelque chose qui est encore meilleur que la fête elle-même, parce que c'est comme ça que une équipe se construit en construisant, quoi. Et alors, à la fin, il y a encore ça après ce passage. Ici, les gens font la fête, dans tous les sens du verbe faire. Il n'y a pas d'un côté les organisateurs et de l'autre les fêtards. Tous se relaient aux différents postes, tiennent les buvettes ou les platines, remettent de l'essence dans le groupe électrogène, cuisinent ou servent le dîner. Ce que j'espère que sera notre 14 juillet l'année prochaine, c'est-à-dire en effet où on fait la fête, mais où le maximum de personnes est amené à y participer comme organisateur et pas seulement comme spectateur, quoi. Là, on a raté la fête de l'UMA, hein, parce qu'il y a le Covid, tu vois, putain, cette saloperie. Qu'est-ce qu'elle nous fait rater? Je veux dire, il faut tout faire pour que le Covid, ne crée pas de la misère en série chez les Anthony, les Amanda et tout ça, mais il faut faire aussi pour que ça n'enlève pas le meilleur de nos existences. Parce que le pire, je fais tout à fait confiance au gouvernement et au patron pour nous le garder. Donc maintenant, c'est le meilleur, la joie, les à côté, tout ça. Et c'est vrai que la fête de l'UMA, c'est un moment où la fête, moi je trouve qu'il y a un peu beaucoup de monde. Bon, c'est une fête, hein, mais en revanche, les temps avant de préparation, c'est vrai que c'est sympa. Je vais ouvrir à ma fille. Alors attends, je suis encore en train de tourner le bulletin avec Sylvain. D'accord, je termine. Non, tu vas me faire un câlin, mais toi, je sais que tu veux être à l'image et tu n'as pas le droit d'être à l'image. D'accord? Tu deviendras une star plus tard, peut-être, mais pas forcément. D'accord? Bah oui, à la semaine prochaine, quoi, du coup.